Malgré les doutes, toutes les incertitudes sur l'avenir de mon voyage, je commençais vraiment à me sentir bien en vol. La machine se comportait très bien, et j'étais même agréablement surpris par les performances de cette aile de presque 16 mètres carrés. La Dynamic 450, c'est vraiment, pour moi, c'est l'aile idéale pour voyager parce qu'elle peut porter beaucoup. On part en expédition quand on n'a pas beaucoup volé ou qu'on commence un voyage, en pendulaire spécialement. On est toujours un peu secoué, on est un peu surpris par les turbulences, on n'a plus l'habitude, on a perdu. Donc ça, Mike il parlait de ça souvent en disant il faut être flying fit, ça veut dire tu es dans le truc, tu es dans le vol, tu crains plus tellement les turbulences. Tu ne deviens pas inconscient, hein, au contraire, tu es très focus. Tu sais exactement les risques, etc. Et tu relativises tout est en place physiquement, mentalement. Et lui, il appelait ça flying fit. Affûté, voilà, ouais, affûté pour le vol. Mais ça vient après quelques jours, quelques semaines. Tu es vraiment, sur le pendulaire, tu es face aux éléments. Tu n'as pas de carénage. Bon, Mike, il avait un petit carénage avec... alors ça aide un peu, d'accord, mais tu es quand même dehors, hein, je veux dire, tu es aux éléments. Par moment, il y a une certaine souffrance, si on veut, tu es mal équipé, ou tu n'es pas bien habillé, ou tu n'es pas en forme, tu es un peu grippé, puis il faut quand même y aller, il faut avancer. Doesn't matter that I'm sick. Et puis, tu as la satisfaction le soir quand même, quand tu es arrivé, de te dire, bon, on a fait ça, on a fait ce bout-là. Pour gagner du temps, j'ai coupé dans la montagne, ce qui m'a valu de sévères turbulences. Mais ça a quand même fait gagner 1 heure. Je n'étais pas encore totalement flying fit, mais bon, j'avançais bien. En fait, j'étais pressé d'arriver à Marina di Modica. Là-bas, j'ai espéré avoir des informations sur ce qui s'était passé en Tunisie. J'ai cherché comme je pouvais sur internet toutes les infos que je pouvais trouver. Mais tout semblait contradictoire ou confus. Mais je vais aujourd'hui vous parler de ce rallye qui est organisé par la fédération et qui est une vraie réussite. On passe des paysages magnifiques. Je suis donc le directeur des vols sur le 6e rallye de Tunisie. On a une chance d'avoir une météo, c'est surtout ça au départ, une météo magnifique également, ce qui nous permet de voler dans des conditions de sécurité. Donc, on est dans des super hôtels, on est dans des super paysages, que vous dire de plus? On se fait plaisir, on a même fait de la patrouille pour leur faire plaisir aussi à eux. J'accompagne mes amis tunisiens pour les aider à organiser donc ce rallye, voilà, d'une manière professionnelle. Par l'intermédiaire de relations, j'avais aussi le numéro de téléphone de quelqu'un d'assez haut placé qui tentait d'intervenir en ma faveur. Effectivement, il y a eu un très grave accident, il y a apparemment 2 morts et tout. Moi, j'ai fait une intervention auprès du ministre parce que même les gens de la DGAC n'osent pas toucher pour le moment aux autorisations et tout. Bon, votre cas n'est pas un cas de rallye ni rien du tout, vous êtes seul, donc ça poserait théoriquement moins de problèmes. Bon séjour en Sicile et je reviens vers vous. Allez, ciao, au revoir. Tout ce que j'avais réussi à apprendre, c'est qu'il s'agissait d'une collision entre 2 aéronefs dans le Chotel Géride. Nous avons repris les vols ce matin au départ de Tozeur vers Zarziz, en ayant une pensée pour notre ami Alain et Myriam, qui malheureusement ont été victimes d'un accident sur ce rallye. Ça y est, l'info était tombée. Une des victimes était Alain Dreyer, un des pères fondateurs du mouvement ULM, et surtout le premier président de la FF Plume. On était en contact depuis que j'avais tourné ce documentaire sur l'histoire de l'ULM. Je garderai le souvenir d'un homme posé et discret. Il m'a fallu un peu de temps pour digérer tout ça. Il y avait de la tristesse, bien sûr, mais aussi de la frustration. Tous mes plans tombaient à l'eau et j'étais comme qui dirait un peu à la dérive. J'avais ce goût amer dans la bouche, une sensation d'échec.
Avais-je été trop ambitieux ? Je repensais à ce que m'avait dit Olivier sur Brian Milton. Et j'avais aussi en tête l'image de son échec et de sa déception sur sa tentative de traverser de l'Atlantique. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Brian Milton, c'était un Anglais. Alors lui, il a été sponsorisé par le prince du Liechtenstein, quoi. Il avait reçu une grosse somme d'argent pour faire le tour du monde. Alors lui, c'était un type qui cherchait le record et tout, qu'on a rencontré aussi. Mais bon, on n'était pas beaucoup à avoir traversé cette région-là. Pour reparler de l'Anglais il a fait un tour du monde, lui. Mais c'était un peu un fumier parce que lui, il était allé. Alors, Brian Milton était allé en Australie avec un streak, un truc. Ça te dit quelque chose, ça? C'était un 3 axes anglais. Il était allé en Australie avec ça. Sauf que Milton, il avait un problème avec le fric. Il avait gagné d'abord, il avait touché un gros paquet de fric. Puis ensuite, il voulait faire un tour du monde avec un pendulaire, mais lui, il n'avait pas la licence pendulaire. Ce qu'il a fait, il a pris des cours avec un instructeur anglais, puis il a dit à l'instructeur, tu m'accompagnes, tu viens. Alors ils étaient 2 sur le pendulaire, c'était un Pegasus machin avec un 912. Brian Milton et son coéquipier avaient pourtant bien fait le tour du monde en 120 jours avec un pendulaire. Son prochain défi était désormais de traverser l'Atlantique en solo depuis la Nouvelle-Angleterre. Cependant, Milton n'a jamais réussi à décoller avec son énorme réservoir rempli de 438 litres de carburant. I just thought I got away. I can see the camera shaking, I'm still quite nervous. And it's really the death of a dream. I don't know what to say, really. I gave it my best shot. I did everything I possibly could. And I just couldn't make it work. I just wonder if anybody better than me might have done it. Because there would be lots of people better pilots. I just couldn't get her off. I really feel bad. Alors bien sûr, tout ça me mettait dans une humeur un peu maussade. Je commençais à broyer du noir, à douter de moi. Dans ce cas de figure, j'ai toujours sous le coude une pensée de Franceschi pour me remonter le moral. Moi, je m'inscris d'un point de vue philosophique dans la longue et vieille tradition du néo-stoïcisme, où on pense que la mort n'est pas à craindre, et que la crainte de la mort, c'est le début de la servitude. Celui qui craint de mourir, il n'agit pas, et donc il devient plutôt esclave du quotidien. C'était là tout l'enjeu de l'ULM, vivre intensément et voler sans craindre de mourir, sans pour autant s'exposer au danger de manière inconsidérée. Pour que la chance reste, il faut pas en abuser déjà. Donc il ne faut pas faire le con tout le temps en disant ça passe toujours, ça passe toujours. On doit faire des fois des choses qui sont dangereuses. On prend des risques calculés, mais pas trop souvent. Et puis il y a l'attitude. Parce que la chance, ce n'est pas pour le vol seulement, c'est la chance de ne pas se faire attaquer ou de ne pas avoir un problème avec des gens au sol et tout ça. Il y a des endroits où on atterrit, on ne sait pas qui on a fait, on peut tomber sur un zinzin, on peut tomber sur des voleurs, on peut tomber sur toutes sortes de... Situation we often come across when we travel like this in Africa, in a real Africa. It's good for an hour, and then after an hour it's getting too much because the people are coming, they're so enthusiastic, they come around and they want to touch, they want to see everything, and it's a bit, it's a bit too much after a while. But no, that's what we want. What you doing? Well, I'm doing the cup job. Ça finissait toujours bien en fait parce qu'on était, confiants, on ne montrait pas qu'on avait peur, on n'avait pas peur, on se disait que ça allait bien se passer, quoi. Alors je me suis dit que puisque rien ne se passait comme prévu, peut-être que c'était ça le début de l'aventure, quand on n'a plus de plan, quand on se laisse porter par le courant, en se disant que tout va bien dans le meilleur des mondes. Ah, il faut vraiment avoir la foi.
Je n'avais plus de programme, alors j'ai décidé de me laisser porter par le vent. C'est toujours plus gratifiant de voler avec un vent arrière. Et vous connaissez l'importance de la moyenne horaire chez le pilote. Donc là on arrive à Sibari. Sibari, c'est un petit aérodrome assez grand en fait, hein, où il y a des chiens partout. C'était pour moi un nouveau départ. J'avais revu mes objectifs à la baisse. En fait non, je n'avais plus d'objectifs, et c'était bien comme ça. J'avais décidé de flâner à droite à gauche. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on part à l'aventure. Je pense que l'on part, et puis l'aventure elle se présente d'elle-même. On oublie qu'on devient vieux, quoi. Moi, ce qui compte, c'est d'avoir bien rempli sa vie, non? Qu'est-ce que tu en penses? Une vie bien remplie, quand tu arrives à la fin... Comme disait Franceschi, faites de chaque seconde une vie entière. La vie est une création constante et il faut faire de chaque seconde une vie entière. Bah, sinon, c'est moins intéressant. Et dans ce cas-là, comme disaient autrefois les Russes, pas aujourd'hui, davai, 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 en avant, en avant, en avant, on verra bien. C'est un type qui a énormément comment on dit, de cordes à son arc. Il est aventurier, il est écrivain, donc il est artiste, on peut dire. Il est voyageur. Je crois que dans Vol Moteur, j'avais lu son aventure, parce que moi je rêvais déjà de voyager. J'en étais à mes débuts en pendulaire. C'était tous des rêves que j'avais. Mais je me voyais au-dessus de l'Afrique. Alors tout ce qui avait attrait à l'aventure aérienne, je bouffais ça de l'âge en 91. C'était là quand j'ai commencé vraiment, quand j'ai lu son article et tout ça. C'est pour ça que j'ai commandé la combinaison là où lui il avait commandé. Quoi la combinaison? La combinaison bleue que j'avais, lui il en avait une rouge. Mais j'ai réussi à trouver le fabricant de cette... Je crois qu'il avait une super combinaison rouge avec des poches et tout. Puis moi je voulais un peu je voulais prendre un peu de ces mecs si tu veux. Donc j'avais trouvé l'adresse et puis j'ai commandé la combinaison. Il m'a dit on n'a pas en rouge, on fait en bleu. J'ai dit ouais ça va, c'est bon. C'était pas une combinaison. Je l'ai toujours, je te la montrerai. Donc Franceschi, après je l'ai rencontré à Dijon en 2002, voilà, physiquement. C'était pour une télévision locale et puis il y avait Mike et moi et puis il y avait Franceschi. Et je me disais putain lui il est à l'aise quoi. Moi j'étais un peu à la pétoche quoi. C'était la première fois que j'étais public. Ah ouais, j'ai balisé, j'ai dit à Corinne, qu'est-ce que je dois faire? L'ULM, c'est la première fois que vous en étiez à votre coup d'essai? Je venais d'apprendre en fait 2 ans avant, mais je faisais du Delta avant ici en Suisse. Ouais. Donc c'est devenu rapidement une passion, je suppose. Ouais, une sorte de passion, ouais. C'est surtout un engin de voyage et découverte. Ça c'était 1 mois avant d'aller à Dijon. Je voulais déjà foutre l'ordinateur par la fenêtre. Je dis à Corinne, elle a vu dans tous mes états avec ce film. Hein. J'ai fait chier ça. Mais ça intéressait qui? C'est nul. Regarde-moi ça. Il y a des jours, je me levais, je regardais une scène, non, c'est la chouma, c'est la honte. Tu vas pas montrer ça aux gens, qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Ça, là, vous dansez avec les noirs, mais c'est ringard. Puis là, franchement. Puis un autre jour, je trouvais ça pas mal quand même. Je disais, ouais, non. Donc je l'ai pas balancé parce qu'il y a le lac en dessous où on habitait. Si je foutais le Mac par-dessus le balcon, là, c'était directement dans le lac. Mais des fois, c'était impressionnant, il y avait du monde. Et quand tu gagnes le Grand Prix, là, tu dois encore raconter des trucs, tu vois. Avec Mike, quand on a gagné Dijon en 2005, waouh! Donc ça y est, là on est arrivé à Gemini, c'est un petit campo volo. Bon alors c'est difficile d'accès, du coup on a dû ruser un peu. On a passé 2 heures 500 pieds sol au-dessus de la mer pour éviter les zones militaires, zones contrôlées, tout ça. C'est un peu compliqué ici les zones contrôlées, on n'est pas trop admis, même avec un transpondeur, avec une radio.
Du coup, voilà. Le truc qui n'était pas vraiment prévu, c'est qu'il y a eu des gros orages au milieu de la mer. Et donc pendant une petite heure, j'ai cru être guidolage là, à 500 pieds sol, dans la pluie battante au-dessus de la mer. Voilà, mais bon, globalement, c'était plutôt tranquille. Et donc on est arrivé sur un campo volo qui s'appelle donc Gemini et il n'y a absolument personne. C'est super étrange parce que les installations sont toutes neuves. Les portes sont ouvertes, les frigos sont pleins, tu peux rentrer, te servir un coca, mais par contre il n'y a absolument personne. Bon, bah, c'est un peu thermique, hein. Franchement il est 12h30. Ça tape un peu, mais la machine se comporte bien, donc je suis plutôt satisfait. Il y avait un Anglais qui est parti de Londres, qui a fait Londres-Cape Town en 88, quelque chose comme ça, avec un Pegasus de temps. The first big thing we did was I flew a microlight from London to Cape Town, which was, I only had about 90 hours on my logbook when we left. You know, everyone thought we were completely mad, but I got there. It took 10 months, but we got there. Sa copine, elle conduisait un gros MAN diesel, un gros camion, hein, des gros camions de l'armée allemande. Je sais pas si tu te rappelles ces gros camions MAN, c'est pour le désert. Voilà, lui il volait, puis elle, ils ont traversé le Soudan, enfin l'Égypte. Ça a été un peu le cauchemar, quoi. Alors nous, ce qu'on voulait avec Mike, c'était éviter tous ces emmerdes, d'avoir une équipe au sol, ça va pas, quoi. Si tu as une équipe au sol, tu dois les attendre. Ils peuvent avoir des pannes, ils peuvent se faire arrêter. Tout ça, ça double ça double le temps, ça double les emmerdes. Non, il faut voyager seul avec tout le matériel et puis être indépendant. C'est ça l'idée. Revendiquer le droit à l'indépendance et la liberté, c'est en ça que l'ULM est tout un symbole. Et au nom de la sécurité, le pilote d'aujourd'hui, il a bradé son indépendance et sa liberté contre des gadgets high-tech, des procédures publiées. On lui a promis des titres, des qualifications, peut-être même des galons. On a même sous-entendu aux plus jeunes qu'il pourrait un jour devenir de vrais pilotes, dans une compagnie respectable. Pourtant, on sait tous que la liberté n'a pas sa place dans le cockpit d'un 777. Continue to non-stop and contact Brindisi information 131.125. À tous les pilotes, je ne dirai qu'une chose. Prenez la tangente, faites le pas de côté, l'école buissonnière. L'inconnu commence là, au bas de la rue. L'aventure est là, là où on ne s'y attend pas. Abandonnez tout, laissez là vos 1000 obligations, prison, raison. Et même les sentiments qui nous attachent, les liens, coupez-les. Vous les retrouverez un jour, vieux, pleins d'usages et raisons. Vous retrouverez le chemin de votre maison. Mais en attendant, sentez ce souffle, sentez-le qui vous prend. Là, près de vous, il doit y avoir un cours d'eau, un ruisseau, une mer, un océan, une mare au diable, une mare au canard. Quelque chose, un cours d'eau qui nous relie au grand tout. Trouvez une embarcation, un rafio, mettez-vous dedans, et c'est parti. Guettez le vent, guettez le vent.